Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale des Ops, la matinale numéro 26. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'on se donne ce rendez-vous tous les mardis matins, donc c'est très très cool, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Salut à Xavier, salut à Arnaud, salut à Bertrand, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Merci d'être matinaux avec moi, j'espère que vous êtes bien équipés, que vous avez un petit café, un petit thé et qu'on va se réveiller en douceur tous ensemble. Moi, je suis pas encore très bien réveillé pour être tout à fait honnête et en plus, en bonus, eh bien, je n'ai absolument rien préparé pour cette émission, donc vous m'en excuserez. Si vous avez des sujets, si vous avez des idées de choses dont on pourrait parler, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des news, je suis preneur plus que jamais, même si, de toute façon, je suis toujours content de réagir un petit peu à ce que vous pouvez me proposer que je n'aurais pas vu passer. Alors bon, de toute façon, dans tous les cas, on a toujours Product Hunt, la valeur sûre, où on va aller un petit peu regarder ce qui se passe, et puis on va aller défiler un petit peu tous nos outils no-code préférés, en tout cas nos outils d'ops, pour voir s'il y a des nouveautés. Et puis ensuite, on verra, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. On trouvera quelque chose à faire, et puis sinon, on va juste voilà, diverger d'une discussion à une autre, et puis voilà, on verra bien. Salut Lorraine également, bienvenue à toi. Alors, écoutez, je vais vous partager mon écran déjà. On va commencer, tout simplement avec, ici, hop, Product Hunt. Voilà, pour commencer en douceur et voir un petit peu si on a des choses un petit peu intéressantes, no code, IA ou alors d'autres choses, pourquoi pas, hein. Product Hunt, c'est toujours l'occasion aussi des fois de rigoler un petit peu ou alors d'être émerveillé par la créativité des gens. Moi, c'est ça qui me plaît. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, ma caméra est à l'envers de mon ça, c'est marrant. Attendez, je vais regarder juste un truc. Hop, là, c'est un miroir. Non, ça fait bizarre. Ça, j'avais jamais remarqué que je viens juste de me rendre compte que alors je sais pas si ça vous fait bizarre, là, si je suis en miroir comme ça. Non, mais c'est le là, c'est en ça me dit en miroir dans StreamYard, mais en même temps, c'est le comme ça qui est, là, le retour que je vois sur mon appareil photo. Donc, bon, on va laisser comme ça. Puis comme ça, on a l'impression un petit peu que je regarde l'écran, donc ça fait un petit peu mieux. J'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Alors, on est sur Product Hunt. Qu'est-ce qu'on a ici, d'intéressant? Alors analyser les feedback utilisateurs, bon ça c'est pour les PM. Turn your deck into engaging presentations in seconds. Bon, est-ce qu'on a toujours besoin de faire des présentations? Bon, cela dit, je dis ça, mais j'ai préparé quelques slides, hier soir pour notre webinar de demain. Donc, si vous le savez pas, hein, je fais un webinar avec Amandine demain où on va parler un petit peu de no code et d'IA. C'est en amont un petit peu de notre bootcamp, qui aura lieu au mois de juillet. Donc oui, je suppose qu'on a toujours besoin de faire des PowerPoint, mais très franchement, j'aimerais bien qu'on arrive à inventer un meilleur moyen de présenter les choses. Donc, écoutez, on verra bien, mais là, en tout cas, je suis pas sûr de voir comment l'IA peut t'aider vraiment à faire tes PowerPoint, mais bon, je ne sais pas. Salut à toi Melsilade. Alors écoutez, ça va pour l'effet miroir, tout va bien alors. Hem Hop, on continue. Voilà, avoir un CMO virtuel. Alors pourquoi pas? Hem, franchement, j'ai vraiment toujours des grands doutes, là-dessus. C'est vrai, hein, que ChatGPT peut vous servir d'assistant sur des sujets. En tout cas, ça vraiment, plus personne, je pense, ne le nie aujourd'hui. Par contre, devenir CMO, donc le Chief Marketing Officer, je veux dire qu'il soit votre assistant marketing, peut-être. Qu'il soit votre, responsable marketing,
Ça, je sais pas. Alors après, bon, ils disent: «C'est pour les solopreneurs», donc pourquoi pas? Ça veut dire que c'est une ambition qui n'est pas non plus, trop haute quand même. C'est pas non plus le CMO d'une start-up de 500 personnes, mais quand même, ouais, c'est franchement, bon, ça sent quand même pas le truc, incroyable, mais bon. On ne va pas être, sceptique. Nous, on n'est pas très bon en marketing chez Contournement, donc peut-être qu'on aurait besoin d'un truc comme ça, mais je suis pas sûr quand même que ça va nous donner plus que le genre de conseils qu'on trouve de toute façon dans des articles, et cetera. Alors, le paradis des nomades, alors apparemment, si vous voulez aller dans le Sud Dakota, où je suis allé une fois d'ailleurs, pour tout vous dire, je vous raconte un peu ma vie, mais je suis allé visiter le mont Rushmore. En fait, j'ai fait un voyage, j'ai fait plein de voyages aux États-Unis, mais j'en ai fait un notamment où j'ai conduit, de Seattle à Chicago. Et donc je suis passé par le Dakota du Sud pour spécifiquement voir le mont Rushmore. C'est là où il y a les 4 têtes de président. Eh bien, je vais me permettre de vous donner un conseil. Si, à moins que vous soyez vraiment un fan de culture américaine, n'y allez pas, c'est extrêmement décevant, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, ce qu'on découvre ici grâce à Production, c'est que potentiellement le Sud Dakota vous permet de faire des économies sur votre salaire apparemment, puisque grâce à Nomad Haven, heu, voilà. Alors est-ce que c'est réservé aux Américains? Je ne sais pas, ça n'est pas, très clair, mais voilà, peut-être, oui, on peut imaginer, il y a ça a pas l'air d'être quand même un paradis, fiscal pour, les Européens ou quoi. Bon, dommage. Tant pis pour nous, voilà. Alors après, dans le Dakota du Sud, il y a vraiment rien de rien à part, non, cela dit, si, il y a un parc national que j'ai vu sur la route après le lendemain, qui s'appelle les Badlands, qui était assez joli. D'ailleurs, je vais même d'ailleurs tellement que pour la peine, comme j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, je vais meubler un petit peu. Et donc je vais vous montrer, parc Badlands, parce que c'était très beau, donc voilà, donc c'est dans le Dakota du Sud, hein, donc je m'en souvenais bien. Et voilà, et c'est des formations rocheuses, voilà, comme ça, qui sont assez impressionnantes, et vous pouvez vous balader, en fait, vous pouvez même, voilà, avec votre voiture, passer, et puis ensuite, bah, vous laissez votre voiture, et puis vous allez quand même emprunter un petit peu des circuits, un petit peu, pédestres, voilà. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Et alors je n'ai pas vu les chutes du Niagara, mais de ce que je comprends, Mathilda, de ce que tu dis, c'est que c'est aussi très décevant. Je sais pas, apparemment, c'est quand même un truc un peu massif, un petit peu impressionnant, mais voilà. Et salut à toi, Eric. Effectivement, tu arrives en pleine, visite touristique, voilà. Bon, aujourd'hui, on se laisse un petit peu aller, c'est bientôt le début de l'été, c'est quand? C'est demain, le début de l'été, donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'avais pas prévu d'aller aux chutes du Niagara, même si j'étais pas très loin, bah, justement pendant ce voyage d'ailleurs où j'ai vu les Badlands, et cetera. Mais bon, je me suis dit qu'effectivement ça me tentait pas plus que ça, donc je n'ai rien raté a priori. Alors bon, continuons quand même, on va pas parler que de tourisme, aujourd'hui. Alors Founder Free Chat, alors une librairie de prompts, hem Attendez, je vais aller regarder quand même, parce que comme là, en ce moment, je suis vraiment en plein sur l'IA, je prépare du contenu, on a notre bootcamp qui arrive où on en parle, je vais quand même aller regarder. Hem, mais j'ai l'impression, alors je sais pas pour vous, salut Elodie aussi qui nous rejoint. Je vais vous poser une petite question, je vais vous mettre un petit peu à contribution si vous me le permettez, et j'aimerais bien que vous me disiez, c'est quoi votre meilleur prompt? Vraiment le prompt que vous utilisez le plus souvent? Ou en tout cas, alors si j'étends ça, hein, pas peut-être l'usage de ChatGPT qui est le plus fréquent pour vous? Parce que moi, à chaque fois que je regarde tous ces trucs de prompt, en fait, je vois toujours la même chose, quasiment. C'est-à-dire que je vois très rarement quelque chose, je me dis: «Ah merde, putain, tiens, ça, j'y avais pas pensé, c'est une dinguerie, quoi». Mais après, pourquoi pas, hein? Je sais pas, mais là, si je regarde, donc générer des idées, OK. Très franchement, au début, j'étais un petit peu réticent à ce truc-là, mais je dois reconnaître quand même que bon, bah, des fois, voilà, quand on a la feuille blanche, ChatGPT, c'est quand même assez intéressant. Bah, générer du texte, très franchement, c'est quand même à peu près la même chose. Générer une réponse, donc là, on est déjà sur des choses qui sont vachement proches, quoi. Générer un reporting,
Moi, pourquoi pas faire des études de marché, des choses comme ça, notamment, en plus maintenant il y a des plugins, ChatGPT là qui permettent d'aller plus loin avec notamment en déclenchant des agents, des choses comme ça. Donc pourquoi pas? Hem, générer une, alors ça, je sais pas, est-ce que ça marche déjà? Générer comment dire? Merde, je cherche le mot, une légende pour une image. On peut pas uploader d'image aujourd'hui sur ChatGPT, donc alors après peut-être si on lui met un lien et qu'on met en mode browsing, OK, pourquoi pas. Classifier du texte, ça je dois dire que je trouve ça, assez intéressant. Très franchement, c'est un usage qui est assez pratique, notamment par API, même s'il y a des outils d'IA, qui sont vraiment faits pour faire de la classification. Je pense notamment à Levity, .ai. Ça, je sais pas si vous connaissez, mais bon, ça, je crois que je l'ai déjà montré, hein, d'ailleurs dans une matinale. Mais voilà, ça, c'est notamment ça permet de faire de la classification, voilà, mais de le faire bien, quoi. C'est-à-dire là, c'est vraiment des workflows, on entraide des données et cetera, donc voilà, ça, c'est intéressant. Mais voilà, c'est vrai que pour le faire de manière un petit peu frugale, envoyer, tout simplement un texte, enfin voilà, un ou plusieurs textes et lui demander de classifier, si vous faites bien votre prompt, c'est vrai que ça peut être intéressant et ça peut être notamment intéressant en le faisant, via une API, quoi. Générer une image à partir de mots, alors peut-être effectivement, hein, ça peut être, ça c'est effectivement, c'est un usage, qui est assez, intéressant, de donner un contexte et de dire à ChatGPT de nous proposer un prompt pour ensuite utiliser dans Dall-E ou Midjourney, pourquoi pas? Ça j'avoue, alors moi je trouve encore une fois que ça vaut le coup de développer sa créativité pour faire ses propres prompts pour Dall-E ou Midjourney, mais c'est toujours pareil, c'est toujours ce truc de la feuille blanche et avoir une discussion avec ChatGPT pour générer des idées, franchement ça je trouve ça, intéressant, quoi. Et bienvenue à Marc Lune et BNZZ, qui nous ont rejoints dans les followers. Merci, ça fait plaisir. Donc de l'analyse de sentiments aussi, donc voilà, ça vraiment, il va falloir que vous fassiez bien votre prompt, mais ça peut être intéressant. Les résumés, bon alors là, très franchement, ça c'est moi personnellement, c'est mon use case le plus fréquent, et très franchement, je trouve ça hyper intéressant. Je l'ai déjà montré, je le fais à l'aide d'une extension. Voilà, dès que je suis sur un article, un truc comme ça, j'appuie sur un bouton ou alors je fais CTRL XX et direct ça me donne un résumé dans ChatGPT et je le fais aussi beaucoup à travers, des API, donc voilà, je vous ai déjà montré ça. Avoir une conversation, alors ça, c'est un truc que j'ai déjà, donc j'ai vu pas mal de fois passer sur, sur Twitter, un peu partout. Je trouve ça hyper bizarre, pour être tout à fait honnête. Néanmoins, je suis vraiment, pas du tout, opposé à ça. Mais donc le fait d'utiliser ChatGPT comme un ami virtuel ou je sais pas, pour avoir une conversation avec lui, vraiment je critique pas du tout et je suis sûr qu'il y a plein de gens, peut-être moi à une époque quand j'étais, plus jeune, très timide et tout, ça m'aurait aidé. Mais en même temps, même à cette époque-là, bah, moi en fait j'avais plein de discussions avec des vrais gens sur de l'IRC et cetera, donc pas forcément dans la vraie vie, même si j'avais aussi des amis dans la vraie vie et tout, mais voilà, alors j'avais lu un article où quelqu'un disait: «Bah, ça peut vous aider un petit peu si vous avez pas confiance en vous, si vous avez peur, voilà, dans des contextes sociaux, bah, de le faire vous entraîner avec un chatbot, ça peut vous donner un petit peu, confiance en vous». Franchement, je sais pas. Vraiment, je sais pas, je suis pas, opposé à cette idée, mais ouais, moi, je trouve ça un peu étrange, mais peut-être que j'ai pas trouvé le use case, hein. Ouais, genre, en tout cas, ChatGPT, on est d'accord qu'à la base, l'idée, c'est le chat, donc c'est d'avoir une conversation. Mais d'avoir juste une conversation, lui dire: «Bah, salut, j'aimerais discuter, de, tel sujet avec toi». Après, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Vraiment, je veux pas m'opposer à ça. Peut-être que vous avez, des super use cases de ça, quoi. Alors Lorraine, je m'en sers uniquement pour des choses très précises, expressions régulières ou pré-remplir des données de test. OK, bah, franchement, je pense qu'on a tous, en fait, vraiment des use cases comme ça, très précis et en fait, une fois qu'on a trouvé des use cases précis, des fois, je trouve que ça nous met un peu des œillères et on oublie d'aller essayer de tenter des nouvelles choses. On se dit: «Bah, tiens, ça marche bien pour ça, je le fais tout le temps». Moi, c'est un peu mon cas, hein, mais le fait de le dire, je me dis ça me met, et j'utilise régulièrement LegitGPT sur les sujets de législation française.
OK, ça effectivement, c'est pas mal. Pourquoi pas? Sympa pour faire des NFT rapides. Alors ça, tu parles, BNZZ, je suppose que tu parles plutôt de mid-journée et d'outils comme ça. Donc mais effectivement, c'est un use case aussi, tout à fait. Si on sait ensuite mettre ces images sur la blockchain, ça c'est un autre sujet. Salut Sabé Martial, hein, au passage, qui nous ont rejoints. Hem Perso, je lui parle comme un apprenti qui serait hyper efficace. Bah, ouais, moi c'est comme ça, hein, que je vois vraiment ChatGPT comme un assistant, comme un apprenti, comme quelqu'un à qui on partage. C'est un peu la théorie du canard en plastique, j'en parle souvent. Vous savez, hein, chez les développeurs, en fait, il y a cette théorie et c'est pas une théorie, hein, d'ailleurs, je l'ai vu vraiment dans la pratique. Quand vous avez un problème, quand vous avez un bug, vous allez voir un de vos collègues et vous lui parlez, vous lui expliquez votre bug et normalement, juste le fait de lui expliquer, ça va vous aider à, trouver, le problème. Et sinon, bah, peut-être la personne, elle va vous aider ou alors peut-être elle va vous poser des questions qui vont vous faire, cogiter et qui vont vous faire trouver la solution. Et en fait, le canard en plastique, c'est de dire, bah, quand, vous avez pas de collègues autour de vous, disponibles, bah, vous parlez à un canard en plastique et ça va vous aider à trouver le truc. Sauf que là, bah, ChatGPT, du coup, bah, c'est mieux qu'un canard en plastique, quoi. C'est-à-dire que vous allez lui expliquer un problème et peut-être il va vous donner la réponse ou en tout cas il peut, faire, ce truc-là. Donc ça, on est vraiment, d'accord. Préparer un chatbot pour préparer des disputes. C'est vrai qu'on pourrait lui dire aussi, on pourrait s'engueuler sur un sujet, pourquoi pas, mais après, il est tellement consensuel que je pense que vous aurez du mal à vous disputer avec lui, mais pourquoi pas. Et salut Anto, merci de nous rejoindre. Salut Amy aussi, décidément vous êtes beaucoup ce matin, ça fait très plaisir. Bah, écoutez, voilà. Alors la blockchain, c'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler comme dit Arnaud. Bah, c'est vrai qu'avec tous les scandales qu'il y a eu là dans les 2 dernières années, clairement ça a un peu perdu de sa superbe, mais néanmoins les choses progressent. Bon, les cours, fluctuent, il y a des nouveaux projets NFT plus ou moins intéressants. Moi, je suis tout ça maintenant d'un petit peu loin. J'ai fait une grosse plongée en profondeur en 2020-2021. Puis j'estime que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. J'en suis pas du tout expert évidemment, mais je continue à suivre un petit peu. Tu un qui nous dit, «ChatGPT dirige ma vie, je choisis mes petits déjeuners». Bon écoutez après pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire, moi je pense que c'est bien encore d'avoir un petit peu son libre arbitre. Mais n'hésitez pas. Hem, eh bien voilà, bon écoutez, on va pas continuer, mais alors là très franchement, je trouve que vraiment leurs idées, elles sont très, 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 très banales. Hem Oui, bon, il y en a encore pas mal d'autres. Bon, j'ai regardé tout ça, mais quand même, ouais, alors OK, alors je vais je vais vous faire un petit spoiler. Vous êtes là avec moi, vous vous êtes levé tôt, ça me fait, très plaisir. Donc je vais vous partager en avant-première un petit sujet que je vais aborder dans, mon webinar de demain, donc demain à 12h30, hein, avec Amandine. Hem Il y a un prompt, alors je le vois pas forcément ici. En fait, au début, j'ai cru que c'était ça, mais en fait, c'est pas ça. J'ai vu, en fait, dans des formations et dans les trucs, des gens qui vous apprennent à prompter pour, organiser votre journée. Et alors ça, franchement, je trouve que c'est vraiment une idée très, très bête. C'est-à-dire que commencer à demander à ChatGPT d'organiser votre journée, déjà, ça va vous mettre super longtemps à taper, toutes vos tâches, enfin, de lui expliquer tout ce que vous avez à faire dans la journée. Ça va faire un super long prompt. Et typiquement, ça, c'est le genre de choses, je trouve, où il faut absolument aussi avoir de la méthodo. C'est-à-dire que nous, c'est un sujet pour nous qui est très important. La productivité, c'est pas que des outils, c'est aussi de la méthodologie, des bonnes pratiques, du bon sens. Et très franchement, je trouve que déporter une partie de ça dans ChatGPT, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, quelque part, vous perdez du temps. C'est-à-dire que savoir prioriser ses tâches, pour moi, c'est une, soft skill comme on dit, c'est une compétence importante que tout le monde devrait avoir. En tout cas, tous les gens qui travaillent en freelance, tous les gens qui travaillent dans des métiers, comme les nôtres, enfin voilà, de programmation, code, no code et cetera. C'est hyper important. Savoir prioriser, savoir planifier et donc voilà, ça, c'est typiquement, il ne faut pas donner, ce genre de choses à faire à ChatGPT, quoi. Bon, bref, donc voilà, je vais aborder ce sujet-là demain comme un très bon, contre-exemple, je trouve, pour introduire un petit peu le webinar. Donc voilà, comme ça, je vous ai un petit peu, spoilé, mais n'hésitez pas à venir, quand même. Heu,
Voilà, bon, a priori, il donne quand même des bons conseils, hein, puisque si Mathieu lui a demandé, entre la douche et la matinale, qu'il t'a dit la matinale, c'est très bien. Tu vois? Vous avez raison. Alors, demandez-lui vos questions, il vous propose des choix éclairés a priori, donc demandez-lui tout. En parlant de crypto, qui de l'IA et des cryptos consomme le plus d'énergie? Alors là, on va rentrer dans un débat. Déjà, de toute façon, j'ai pas la réponse. C'est une question très intéressante. Après mais voilà, il y a eu un moment quand il y a eu les questions de métaverse aussi, il y a eu une partie il y a des gens qui ont dit que le métaverse aussi consommait beaucoup d'énergie. On pourrait dire que les jeux vidéo en ligne, multiplayer, enfin les MMORPG et cetera, consomment aussi beaucoup d'énergie. Le système bancaire traditionnel consomme énormément d'énergie. Là, ce qu'on fait, là, le streaming en live consomme aussi beaucoup d'énergie. Je pense que c'est après, l'usage de ce qu'on fait. Là, a priori, moi, j'ai l'impression qu'on passe un bon moment, que j'apporte un petit peu quelque chose, donc je me dis: «Bon, cette consommation d'énergie est raisonnablement, pertinente» et mais c'est sûr que, ben, personne n'a craché, sur la consommation d'énergie de l'IA parce qu'en fait, on le sait pas. On sait juste que ça tourne dans des data centers comme des tas de services. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, heu, mais c'est sûr que les cryptos, c'est quelque chose qu'on pouvait mesurer, puisqu'on peut mesurer, par exemple pour la blockchain, Bitcoin, la consommation d'énergie relativement facilement puisqu'on sait le taux, d'utilisation de CPU et cetera, à peu près, tous les mineurs et compagnie. Donc voilà, donc je sais pas, moi peut-être que l'IA consomme pas plus qu'un service, que des services traditionnels, que je sais pas, Facebook ou Instagram ou ce genre de choses, hein, donc si quelqu'un dans le chat a la réponse, n'hésitez pas, on peut en parler, quoi. Voilà, mais oui, effectivement, c'est un sujet, la consommation d'énergie, de toute façon, quel que soit son usage, est un sujet. Voilà, donc c'est vrai. Et par contre, c'est vrai que pour les jeux de rôle, je pense qu'effectivement ChatGPT peut être hyper intéressant. Bon, là, on a complètement divergé, on est beaucoup parlé dans les prompts, on va quand même finir rapidement sur, notre petite veille. On n'a pas vu grand chose d'intéressant. Playbook AI, ouais, franchement aujourd'hui, ah, alors vous le savez peut-être, hein, moi je suis assez fan de Wes Anderson, en tout cas de l'esthétique de Wes Anderson. Ah mais alors attendez, depuis quand on peut mettre des thèmes dans Slack? Ça, c'est un truc, j'étais pas au courant. Est-ce que quelqu'un est au courant de ça? Donc apparemment, on peut mettre des thèmes dans Slack et donc là, il propose des thèmes inspirés de Wes Anderson. Donc il y a toujours du jaune, hein, dans Wes Anderson évidemment. OK. Bon, pourquoi pas? Mais surtout la news, moi je savais pas qu'on pouvait mettre des thèmes dans Slack. Donc ça, bah, merci de nous prévenir. Voilà, bon OK, bah, écoutez, si vous connaissiez cette fonctionnalité, moi je ne savais pas. Est-ce que c'est à l'échelle de tout le Slack qu'on le fait ou si est-ce que c'est que pour soi? Ça c'est, intéressant. Et bien écoute, Amy, évidemment, il y a des priorités, donc n'hésite pas. Est-ce que je pense que la blockchain était considérée comme une dépense d'énergie inutile? Ça, c'est un débat très intéressant que j'ai pas forcément envie d'ouvrir, mais des fois, si je me faisais l'avocat du diable, j'aurais envie de dire que la dépense d'énergie des systèmes d'information des banques traditionnelles est aussi relativement inutile, quoi. Mais bon, ça peut faire un débat, quoi. Ça peut faire un grand débat d'ailleurs, j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans, mais on pourrait en parler. Hem Bah, il y a des gens qui comprennent, hein, à quoi, non, mais c'est intéressant, effectivement, mais l'IA, il y a plein de gens qui comprennent pas forcément l'intérêt, même si là, comme on en parlait tout à l'heure, on a tous trouvé quand même, j'ai l'impression, des petits intérêts, mais alors que c'est vrai que la blockchain, bon, bah, si on n'est pas du tout dans les cryptos et cetera, on peut ne pas le voir. Mais voilà. Et effectivement, il y a la consommation électrique de W9 ou de C8 ou, il y a beaucoup de choses effectivement dont on pourrait se dispenser allègrement, je pense. Bon, écoutez, trêve de teasing et de débat et de choses comme ça. J'irai voir, sur Slack, ce qu'on peut faire des thèmes et on va passer, il est
8h30, c'est le moment de passer. Il faut absolument que je fasse des petits jingles, vraiment pour, faire mes transitions entre mes différentes sections. J'ai pas eu le temps, mais je vais faire ça, cet été pour vous régaler. Voilà, peut-être je ferai ça avec Midjourney, hein, voilà, on va faire ça, hop, des petits, jingles visuels et audio pour faire mes transitions. Allez, passons à la veille, sur nos outils, nos codes préférés. Alors, donc ça y est, il y a eu une mise à jour enfin, ici sur le mois de juin. Alors le mois de juin, c'est assez pauvre, mais ce qu'ils ont, amené dans Airtable, j'avoue, je ne l'ai pas testé encore d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez testé pour votre part, c'est les barres de progression, dans Airtable. Donc voilà, auparavant, il y en avait pas, il fallait faire des formules avec des carrés qui se remplissent, avec des emojis, des trucs comme ça. Bon, bah, ils ont introduit ça, franchement, c'est super. Alors, c'est complètement, mineur, j'ai envie de dire, quelque part, mais c'est très bien. Ça a été introduit dans Notion il y a quelque temps. C'est hyper, intéressant. Voilà, très bien, on est content. Donc voilà, un mois de juin assez calme du côté de nos amis d'Airtable, mais néanmoins, il s'est quand même passé quelque chose, donc il y a une petite étiquette pour le mois de juin. Est-ce qu'on a sur leur sur leur, sur leur blog, toujours ce petit, bing qui est énervant. Qu'est-ce qu'est le low code? Alors, qu'est-ce qu'est le low code? Ah, il va falloir lire ça. Mais c'est intéressant parce que ça fait écho, donc alors vous n'avez pas encore vu le replay de ma conférence, mais de ma conférence au Web Today, mais j'évoquais un petit peu cette question de code, no code, low code. Je disais que pour moi le low code, ça désignait quelque chose, mais d'un point de vue purement marketing, puisque notre ami Shubham m'avait posé une question à la fin de ma conférence sur ce sujet. Donc voilà, moi j'ai ma définition du low code, mais elle n'est pas, vraiment, elle est plutôt d'un point de vue marketing. Elle désigne certains outils, en tout cas historiquement, le low code désigne certains outils à mon sens. Mais tout ça, ça va changer. Moi je change d'avis, régulièrement, je mets à jour ce que je dis aussi. Donc voilà, je vais aller mettre cet article dans, mon Pocket, parce que je ne peux pas le lire évidemment devant vous en live, mais voilà, je vais l'ajouter à Pocket. Alors je ne sais pas si vous n'utilisez pas Pocket, un outil, extrêmement, pertinent, pour lire les articles. Donc voilà, je vous mets le lien au passage, hop là. Et voilà, hop là. Donc ça, alors des vues pour le marketing, bon ça, ils ont un gros focus là en ce moment sur les équipes marketing chez Airtable, je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû se rendre compte qu'il y en avait beaucoup qui les utilisaient et donc peut-être que c'était bien. Utiliser les if, ça évidemment, vous êtes tous des usagers, aguerris de Airtable, donc je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Hem, c'est marrant parce que donc il y avait the best Airtable views for content marketing et là maintenant il y a more Airtable views for content marketing. OK, bon bref, product updates. Ah donc ils ont aussi un autre, truc ici, bon bref. Ah c'est excessivement énervant ce bip, donc tellement énervant que je vais fermer Airtable et on va passer à Zapier et à cette page que l'on a découvert récemment, ensemble. Donc voilà, et ici on a donc les mises à jour du mois de juin. On a ça y est, ça devient intéressant. Ils vont, une petite image, mettez-nous une petite image, de ça. Donc je vous l'avais teasé, il y a une mise à jour, de l'éditeur visuel de Zapier, mais putain, mais ils mettent, c'est un visuel, c'est le truc, ça s'appelle Visual Editor, Visual Editor, excusez-moi, traduction, à moitié. Et ils vous écrivent tout en texte, tout ce qu'il y a. Alors attendez, est-ce qu'on va pouvoir le tester? Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai assez hâte de voir. Je l'avais vu dans le town hall, là, le meeting, OK, non, ça c'est bêta. Alors, mais où est-ce que je peux voir? Attends, mais vous êtes relou là. Alors là, je suis pris dans une boucle, infernale. Donc là, vous ne le voyez pas, mais j'appuie sur, arrière et il ne veut pas aller. Ah si, ça y est, il est revenu, OK. C'est bon, il est revenu. Donc ça, si vous êtes développeur JavaScript, n'oubliez jamais, ne manipulez pas l'history. Voilà, ça c'est très, très énervant.
Quand on va vers le quand on clique sur des boutons, ça manipule en fait l'historique de la barre et comme ça on peut plus utiliser le retour arrière, ça c'est très, très énervant. Pardon, c'est une petite digression, hem, mais donc voilà, l'éditeur visuel, it's available for use but still in active development. Alors comment on fait pour le voir? Attendez, alors je vais me connecter, à Zapier quand même parce que j'aimerais bien voir ce fameux éditeur visuel parce que j'en ai vu juste une capture d'écran, mais c'était très beau, pour être tout à fait honnête. Heu, Vous le savez, hein, moi je suis un passionné d'interfaces de programmation visuelle, donc voilà. Alors où est-ce qu'il est? Est-ce que je vais si je crée un nouveau Zap, est-ce que je vais l'avoir? J'ai pas l'impression, je ne comprends pas. Alors si vous avez, si vous dans le chat, vous avez vu l'éditeur, visuel, parce qu'ici en fait, il y a le outline ici où on peut redimensionner enfin on peut déplacer ses étapes et cetera. Mais l'éditeur visuel, c'était autre chose. Donc when you create a Zap, bon alors je sais pas, ou alors peut-être que c'est pas, ce que je crois. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est que quand on faisait c'est que parce que là, vous voyez, c'est les actions les unes après les autres, bon bah ça c'est, classique. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui est super mal fait, par exemple, c'est que quand vous faites, des chemins merde, je suis pas dans à la bonne étape. Si vous faites des chemins, eh bien, vous voyez, il vous met vos 2 chemins, vous pouvez en même en avoir 3, comme ça, sous une forme d'une liste et ça, en fait, c'est vraiment nul et donc en fait, les, avec l'éditeur visuel qu'ils ont montré, en tout cas au dernier meeting des experts, en fait, on voyait 3 branches, donc comme vous l'auriez dans, bah, l'éditeur d'action de Glide, par exemple, ou, dans des choses comme ça. Donc, voilà et ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Donc, voilà, bon écoutez, tant pis, ça n'est pas là, on va oublier et puis j'irai creuser ça et puis, on verra bien. Ils ont updaté des applications, il y a aucune application qui nous intéresse donc on s'en fout. Voilà donc OK, du côté de Zapier, c'est bon. Alors du côté de nos amis de Make. Il semblerait qu'il y ait des nouveautés. Alors je regarderai un petit peu vos questions, après, je vois qu'il y a plein d'échanges. Hop, alors voilà. Bref, du côté voilà, bah, écoutez, on va il faut que je m'astreigne à faire attention à pas passer entre le chat et partout et donc on retient sur Make donc là, le 14 juin, ils nous ont dit les on-premise agents. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui ne va pas forcément vous parler, mais qui va parler aux consultants IT, ici, qui sont parmi nous, Xavier par exemple. Le contexte des grandes entreprises. Ah, j'ai un petit problème de batterie ou quelque chose, je sais pas, mon image est devenue un petit peu bizarre. Ah non, c'est parce que mon appareil photo est en train de trop chauffer. Alors attendez, je vais faire un petit peu d'air frais, hop, de la porte, je fais la ventilation manuelle. Désolé, bon, on s'en fout un peu, hein, mais bon, attendez, il nous reste combien? 20 minutes. J'espère que l'appareil photo ne va pas lâcher avant, il a trop chaud. Bon bref, bah, écoutez, on va ouvrir un petit peu la porte, c'est pas grave. Excusez-moi. Alors, je finis sur Make et ensuite on va passer sur le chat. Donc, voilà, j'étais perturbé, je suis inquiet, c'est la première fois que je vois cette petite icône apparaître sur mon appareil photo, voilà, qui dit qu'il a trop chaud. Il faudrait que je mette un ventilo quelque part, hein. Voilà, bref, donc les on-premise agents, en fait, c'est une fonctionnalité très intéressante qui va vous permettre, au sein de votre système d'information, donc imaginez que vous êtes une entreprise, une DSI qui a son propre système d'information, potentiellement donc, voilà, des serveurs dans un data center ou peut-être même, pourquoi pas, dans les locaux de l'entreprise. Voilà, ou en tout cas qui est une partie du SI, par exemple, qui soit dans les locaux de l'entreprise ou qui soit en tout cas quelque part dans un data center de l'entreprise. Voilà, mais qui ne soit pas dans le cloud. Voilà, qui ne soit pas dans le cloud, qui ne soit pas accessible, qui soit potentiellement derrière des pare-feux, des firewalls, qui ne laissent pas, passer, donc par exemple, qui empêcherait
comment dire? Make de se connecter à ce SI parce qu'il n'y a pas d'API, voilà, sur les outils qui sont derrière les firewalls. Voilà, il y a plein de choses, ce contexte très intéressant. Les agents, c'est la possibilité d'installer, en fait, sur votre propre système, des agents qui vont permettre d'accéder à certaines de ces données, donc par exemple à vos bases de données locales, et cet agent va ensuite pouvoir faire remonter ces informations à Make, donc à la version cloud de Make. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, donc c'est tout nouveau, hein, donc je savais que c'était, en préparation. Alors, ça n'est que disponible pour l'instant pour les clients entreprises, évidemment, de toute façon, c'est un contexte vraiment d'entreprise. Il y a très peu de raisons que vous ayez besoin d'un agent. Par contre, pour les entreprises, ça, c'est vraiment une fonctionnalité extrêmement intéressante. Je sais qu'elle a été très attendue, donc ça va vraiment permettre à Make de faire un push auprès des grandes entreprises. Donc ça, c'est intéressant. Bon après je lirai plus en détail, hein, ce qu'ils évoquent ici. Mais, voilà, on peut peut-être voir ici la page, je vous le mets si c'est un contexte qui peut, vous intéresser. Voilà, donc créer des agents. Bon après il y a toute la sécurisation de ça. Alors voilà, donc ça c'est intéressant. Donc il y a les agents sont disponibles sur Windows, macOS et Linux. Donc ça c'est intéressant. Je regardais sur Linux. Alors ça il faut ça tourne sur du Java, OK. Bref. Donc ça c'est assez intéressant parce que voilà, alors après vous, probablement qu'il faudra que vous fassiez un peu ce qu'il faut faire d'un point de vue, SI pour autoriser que Make se connecte depuis l'extérieur sur l'agent, mais voilà, c'est quelque chose qui va être circonscrit dans votre SI que vous allez pouvoir, bien manipuler. Bon, bref, on va pas, creuser ça plus parce que c'est vraiment réservé à un contexte très précis, donc voilà, mais si ça vous intéresse, on pourra en parler. Hop, on ferme ça. Chez nos amis d'Anuitaine, est-ce qu'il y a des nouvelles mises à jour? 19 juin, bon, c'est des bugs fixes, voilà, rien de particulier. Et alors, ah oui, je m'étais noté, je voulais qu'on regarde quelque chose, mais on va y revenir, dans quelques minutes. Je vais prendre le temps, quelques instants de regarder un petit peu. J'ai vu que vous avez échangé plein de messages dans le chat et j'ai le FOMO, j'ai envie de savoir de quoi vous parlez, donc évidemment, je vais rebondir un petit peu. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors, Arnaud qui me demande si je connais, rose.com. Alors Rose, je connais, très honnêtement, j'ai jamais utilisé. Attendez, alors attends, j'aurais pas dû, complètement enlever le partage, je suis un peu bête, je sais pas ce que j'ai foutu. Hop, alors Rose, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais regardé. Alors c'est drôle, hein, d'ailleurs, hop, on voit direct, hop, un petit, artificial intelligence. Rose, j'ai jamais testé pour une bonne et simple raison, c'est que je n'ai aucun, intérêt à titre, personnel, je pourrais en avoir un à titre professionnel d'ailleurs, mais je n'ai aucun intérêt pour les tableurs. Heu, donc ça ne veut pas dire que les tableurs n'ont pas d'intérêt en soi, puisque les tableurs, c'est extrêmement, intéressant et il y a plein de choses qu'on peut faire avec des tableurs qu'on ne peut pas faire avec des bases de données relationnelles. Je pense notamment à du prévisionnel de trésorerie, des choses comme ça qui sont bien plus intéressantes et faciles à faire avec un tableur. Mais, voilà, et donc en fait tous les outils comme Rose, comme, on a aussi des Français qui, font, j'ai oublié leur nom, je les avais interviewés au tout début de mon podcast, je sais plus, putain, ça fait tellement ça fait longtemps, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais, bon bref. Donc voilà, les gens qui réinventent le tableur, franchement, je trouve ça très intéressant, mais je reconnais que je suis pas du tout, donc voilà. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, voilà. Est-ce que vous avez testé vous? N'hésitez pas à me dire, hem, voilà. Après oui, on peut faire, hein, des choses évidemment sur Airtable, mais, voilà. Et salut à toi Holmes92, merci de t'être abonné. Donc voilà, mais n'hésitez pas, hein, franchement, je veux dire d'un point de vue, no code ops, productivité et tout, très franchement, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait investiguer. Le problème, c'est que voilà, on n'a pas le temps, donc nous, on a choisi que sur ce pan-là, on allait, vraiment se focaliser sur Airtable, heu, ou peut-être plus tard sur des alternatives open source ou françaises, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que d'aller vers du tableur, moi, c'est un truc déjà, je j'ai jamais été un expert d'Excel ou de Google Sheets,
Donc pourquoi pas? Mais c'est un sujet intéressant. Moi, je serais très content de rencontrer des gens. Pour moi, ça s'inscrit complètement, vraiment dans le mouvement no code et surtout, no code ops. Donc voilà. Alors après, oui, j'imagine qu'ils ont, sorti de l'IA pour, faire des trucs. Bon après moi je sais pas. Moi je j'ai pas assez en fait de contexte pour manipuler vraiment des données et cetera. Et puis en plus là c'est intéressant parce que ce qu'il montre, donc là c'est un fichier Excel, donc il y a toute la partie dans un tableur évidemment, la partie où on manipule des colonnes, des cases et cetera et on met des formules et puis il y a toute la partie visualisation. Sauf que j'ai l'impression que la partie visualisation, elle est en fait trustée par un autre segment de l'informatique moderne qui est la BI, et des choses comme, donc la business intelligence, donc des outils comme Power BI, comme Tableau, comme, Google Data Studio, enfin ça a changé de nom je crois, je sais plus comment ça s'appelle, qui est aussi un pan que je maîtrise pas du tout, qui, pour être tout à fait honnête, ne m'intéresse pas du tout, mais mais voilà et donc là, bah, ils réinventent un peu les 2 au même endroit, donc peut-être que c'est très bien, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression ah oui, ça s'appelle Looker, merci, Xavier. Donc moi, c'est vrai que ma manière de faire peut être, un peu issue du dev, c'est que plutôt de travailler dans un spreadsheet, c'est d'avoir mes données quelque part dans une base de données solide, peut-être Airtable ou même plutôt un Xano ou peut-être même une base de données, SQL et ensuite de les traiter avec un vrai outil de data viz qui va être en capacité de travailler à partir de bases de données relationnelles. Et donc en fait, quelque part, le tableur, c'est un entre 2 qui, je le comprends, est intéressant parce que ça vous évite d'avoir déjà à manipuler des bases de données relationnelles. Mais voilà, voilà. Moi, c'est ma vision, hein, encore une fois, hein, c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout il en faut pour tous les goûts et voilà, moi je ne vous fais que vous partager, ma vision et on va dire les choix un petit peu que j'ai faits. Voilà pour ce petit encart sur les tableurs et la réinvention des tableurs. Attendez, alors je vais regarder quand même juste, je fais une petite pause, mais j'aimerais bien retrouver ces Français qui font quelque chose, de similaire à Rose pour vous le partager, parce que c'était très intéressant. Ils avaient intégré, Y Combinator, hem alors attendez, parce qu'il faut que je charge tous mes épisodes de podcast, parce que c'était, je crois, le 9e épisode, donc c'était vraiment au début de leur aventure et je me souviens que c'était intéressant parce qu'ils devaient réimplémenter toutes les formules d'Excel, bah, dans leur outil, quoi. Oh là là, putain, décidément, ça va être super long. Je vais devoir cliquer encore. Hop, on va bientôt y arriver, ne vous inquiétez pas. Hem, hop, 7, 8, Active Action Desk. Voilà, Action Desk. Alors attendez, je vais vous remontrer, on va regarder vite fait où ils en sont. Amis français, donc a priori, ils existent toujours, j'espère pour eux, hein. D'ailleurs, c'était vraiment un beau projet très prometteur. Je vous le mets ici, vous pourrez aller regarder. Et donc voilà, c'est l'idée de réinventer aussi le spreadsheet, en partant de données directement. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est que vous pouvez toujours, je vais pas en parler au passé, à vous connecter à plein de bases de données différentes. En fait, c'est ça l'idée d'Action Desk. Je sais pas pourquoi j'en parle au passé, parce que je leur ai parlé il y a longtemps. Et en fait, ensuite, vous vous retrouvez avec une interface type tableur. Mais en fait, derrière, vous pouvez avoir des vraies bases de données ou alors du Shopify, là, c'est PostgreSQL, HubSpot, voilà, toutes vos données et après, vous pouvez les traiter dans un tableur avec des formules de tableur. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça si c'est des choses qui vous intéressent. Hem, voilà, voilà, voilà. Écoutez, hop, on arrête là, pour l'instant, on va supprimer ça. Alors, j'ai vu évidemment que l'ère de l'IA arrive dans Make. Très franchement, j'ai trouvé cette vidéo vraiment, un peu ridicule. J'en ai parlé, je crois, pendant la matinale la semaine dernière, donc je vais pas trop revenir dessus. Mais voilà, moi je trouve que Make sont très en retard sur cette question de l'IA. Ce qu'ils ont présenté n'avait que très peu d'intérêt. Donc franchement, voilà. Mais c'est très bien qu'ils s'y mettent. Moi je trouve que Make, c'est un super outil pour se connecter à des outils d'IA et ça c'est très bien et ce n'est pas grave, enfin voilà et puis, qui permettent de faire des scénarios en tapant du texte, bon, bah, c'est bien, mais c'est pas ça pour l'instant, il va m'en falloir plus pour être un petit peu, époustouflé par ça. Alors il y avait, Mathilda non, Anto qui nous parlait d'un podcast sur une agence qui s'adresse aux associations.
Alors il y a une agence qui s'adresse aux associations, il y en a plusieurs, mais je pense que tu dois parler de Fantastic Bazar, si je ne dis pas de bêtises, que d'ailleurs que j'ai recroisé, très récemment. Je salue, Guillaume et Samuel de Fantastic Bazar. Je pense que c'était ça ou peut-être il y en a plusieurs, hein. Il y a effectivement, je crois que Mathilda parlait de la Bastide. Alors j'ai jamais interviewé encore, Alexandre Talon, malgré que j'ai eu l'occasion de le croiser, très régulièrement. Voilà, donc la Bastide aussi qui ont un positionnement plutôt ESS, mais pas que. Voilà, alors que c'est vrai que Fantastic Bazar, bah, enfin, d'ailleurs, ils me disaient qu'ils étaient aussi ouverts maintenant, éventuellement, à travailler à d'autres structures. Mais donc voilà, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers leur site. N'hésitez pas à faire appel à eux si vous connaissez des associations qui ont besoin de numérique, d'accompagnement, de no-code ou de code. Voilà, mais c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié, cet échange, donc merci, content que tu l'apprécies aussi, Anthony. Hem, de quoi on parle, encore, Hop, ah oui, donc il y avait l'échange, effectivement sur des clics avec Bruno Soulez qui était très intéressant. Il a dit comment il s'était mis à Make, donc ça n'hésitez pas à le regarder si tu as le lien, Anthony, n'hésite pas à le partager. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment les devs découvrent le no-code et ce qu'ils en pensent et comment ils l'utilisent au quotidien. Ça c'est vraiment, intéressant. Et bien écoutez, voilà, hein, je pense qu'on a fait un bon tour. Il est 8h50. Je voulais aller regarder, Active Pieces. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Active Pieces, qui est un hop, on va remettre ça à l'écran. Je vous le remets ici, hop. Ce qui est un outil, d'automatisation, donc voilà, qui a la particularité d'être open source et donc l'idée, d'Active Pieces, c'est, bah, de réinventer un petit peu, comment dire? Bah, l'automatisation. Alors réinventer, pas forcément réinventer, mais d'essayer de faire un petit peu mieux que, Zapier ou Make et très franchement, il y avait des choses que j'avais trouvées intéressantes. Alors je vais vous montrer juste un petit peu l'interface et donc en fait, c'est marrant parce que l'interface d'Active Pieces, vous voyez là cette manière de faire attendez, alors je vais mettre un if ici parce que ça, j'avais trouvé ça intéressant. Donc ça ressemble pas mal à une 8N, mais vous voyez, on peut faire des branches et ici on peut mettre, des actions et bien ça, en fait, ça ressemble pas mal à l'éditeur visuel, le nouvel éditeur visuel de Zapier, en réalité. Donc voilà, alors évidemment, il n'y a pas, énormément de manières de montrer la programmation visuelle. En fait, ça ressemble au moteur d'action de Glide, ça ressemble au moteur d'action de WeWeb aussi, pour parler de ceux que j'ai déjà vus. Donc voilà, mais ça j'avais trouvé ça intéressant. Alors c'était rigolo parce que donc du coup, j'avais fait un live, j'en avais parlé et il y avait un des cofondateurs de Active Pieces qui avait vu le live et qui m'avait écrit ensuite sur LinkedIn parce qu'il y avait eu plein de bugs, enfin, j'avais eu des bugs quand j'avais fait le live et il m'avait dit: «Ouais, je suis hyper gêné, on est dégoûté qu'il y ait eu des bugs quand tu as testé et tout» et donc je lui avais dit: «Bah, tiens-moi au courant, quand il y a des nouveautés, j'irai retester». Alors là, je vais pas avoir le temps de tester bien, il est déjà, 8h52 mais voilà, franchement, j'avais été vraiment très agréablement surpris parce que le petit test que j'avais fait la dernière fois. J'aime beaucoup, visuellement. Heu, on a l'impression que quelque part, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu le meilleur un petit peu de tous les mondes. Là, comme, vous le dites dans le chat, c'est vrai que ça ressemble pas mal à N8N. Je pense notamment à cause du quadrillage derrière. Enfin d'ailleurs, c'est pas un quadrillage, je sais plus comment ça s'appelle, une grille comme ça, voilà, un canevas, avec les points là qu'il y a derrière. Là, les petits plus, ça fait penser à Zapier. Voilà, il y a le côté open source qui est franchement très intéressant, sachant qu'il me semble que c'est une licence, MIT, une vraie, licence open source, hein, contrairement à la licence Faircode de N8N. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes. Ah, j'ai une fourmi qui se balade sur moi, donc voilà, et voilà, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. L'inconvénient, évidemment, à ce jour d'Active Pieces, et ben, c'est que malheureusement, il y a encore trop peu d'actions. Alors il y en a quand même pas mal, hein, mine de rien, mais il y en a pas du tout autant évidemment que dans Make ou je parle même pas de Zapier qui en a, énormément donc voilà, effectivement comme dit Maurice, ils partent de loin, mais
Il y a un truc, qu'on a observé, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, hein, mais il y a un truc qu'on observe dans le no-code, qu'on observe dans tout le développement, logiciel, mais que moi j'ai pu voir là ces dernières années dans le no-code, c'est que on peut partir de loin, mais rattraper assez vite parce qu'en fait, plus un outil devient gros, plus il devient lent à se développer. On a observé ça par exemple avec Webflow qui, poussait beaucoup de fonctionnalités et puis depuis 2-3 ans, ils sont devenus hyper lents, ils n'arrivent plus à sortir des nouvelles fonctionnalités, ils ont même mis en pause le développement de nouvelles fonctionnalités parce qu'en fait, plus on est gros, plus on a des utilisateurs, plus la stabilité de la plateforme empêche d'itérer très vite. Si je compare par exemple à un WeWeb, qui est une beaucoup plus petite boîte, c'est une dizaine de personnes, ils ont beaucoup moins d'utilisateurs, même s'ils en ont aussi, ils peuvent pas faire n'importe quoi, mais ils peuvent beaucoup plus vite passer du développement d'une fonctionnalité à la production. Donc voilà, trop d'inertie, comme dit Maurice, pour des grosses boîtes, et donc des petites boîtes peuvent rattraper. Après, attention, des petites boîtes qui rattrapent, bah après, elles se retrouvent dans le même problème. Mais voilà, on le voit, c'est pour ça que, par exemple, un Baserow par rapport à Airtable, eh ben, clairement, Baserow est beaucoup plus loin en termes de fonctionnalités, mais ils peuvent rattraper une partie de ces fonctionnalités. Et ce qui est intéressant aussi au passage, en termes de product management, c'est qu'ils peuvent choisir aussi de s'appuyer sur les erreurs et peut-être les mauvais choix de l'outil plus gros qu'ils sont en train de suivre. Et donc ça, moi, je trouve ça vraiment passionnant. C'est pour moi, ça, c'est vraiment le no code game, hein, de suivre, le développement des outils et de voir ce qui monte, ce qui baisse. Mais voilà, moi, très franchement, je trouve ça hyper intéressant et donc je trouve qu'un Active Pieces, qui au début n'ont pas beaucoup d'utilisateurs, ils peuvent aller très, très vite et peut-être, voilà. Alors après, développer plein de connecteurs, ça, c'est vrai que ça prend du temps, mais l'avantage et on le voit chez n8n, c'est un truc qui marche, c'est que comme c'est open source, eh bien, une communauté de développeurs peut se souder autour du core product, du produit, du cœur, vraiment du moteur du produit et développer les extensions eux-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, admettons moi, si j'avais encore des skills suffisants de développement, je me dise: «Oh bah, OK, là j'utilise ActivePaces, c'est mon outil maintenant d'automatisation et puis je voudrais faire, me connecter à l'API de, je sais pas, de quel outil, de Axonote par exemple, et il n'y a pas ici Axonote parce que c'est un outil français, et ben je pourrais me motiver et me dire: «Bon, bah, OK, au lieu de faire des appels HTTP, classiques, et bien, je me motive un peu, je me prends une après-midi et je fais le module et puis je le versionne et puis je le partage à la communauté, puis peut-être quelqu'un d'autre va améliorer mon module et voilà, et comme ça, on fera vivre une nouvelle intégration à l'intérieur». Et ça, c'est la puissance de l'open source. C'est, voilà, c'est les projets open source, c'est ça qui est beau, hein, c'est vraiment cette émulation. Si on arrive évidemment à fédérer un réseau de développeurs, ce qui n'est pas difficile. L'animation d'un projet open source, c'est tout un sujet, c'est une compétence, hein, il faut savoir le faire. Il y a des gens d'ailleurs qui sont très bons là-dedans, qui savent animer, des projets, qui savent faire vivre, un compte, GitHub et cetera. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, très intéressant. Écoutez, on arrive sur la fin, voilà, sur cette petite digression sur mais moi voilà, je suis Active Pieces, j'ai pas le temps. Alors après, c'est toujours difficile, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment très à l'aise avec Zapier. Je suis de plus en plus à l'aise avec Make, que j'utilise pas mal. Je me débrouille pas trop mal avec N8N, même si, voilà, ça il faut encore que je pratique plus. Donc j'ai déjà un panel, donc pourquoi passer sur Active Pieces? C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais enfin, si, je sais pourquoi passer sur ActivePieces, par exemple, pour pouvoir, faire, des gros volumes d'exécution, pour pas avoir à payer, des choses comme ça. Ça peut être, intéressant. Donc voilà. Alors, plein enfin plusieurs réactions, Arnaud qui me dit: «Ce qui est beau, c'est Bubble qui laisse sa commu développer des plugins sans être open source». Alors, il y a pas que Bubble, hein, qui fait ça, mais effectivement, mais c'est le cas aussi pour Zapier, pour Make, hein. Tout le monde peut développer, des plugins, enfin des extensions pour Zapier et pour Make. Ça, c'est pas effectivement, le fait que le projet soit open source n'implique pas. Mais par contre, c'est vrai que en tant que développeur indépendant, on a moins d'intérêt en général à aller développer un connecteur pour Zapier. On a plutôt envie de laisser les sociétés, faire ça, quoi. C'est-à-dire, on va pas aller, Axonote, bah, ils ont développé eux-mêmes leur plugin Zapier, et s'ils le font pas pour Make, tant pis pour eux, mais je vais pas aller le faire pour eux, quoi. Mais tout ça est possible, et donc c'est vrai que Bubble, ils l'ont fait. Après Bubble, bah, c'est heureusement qu'ils ont fait ça. Le problème après, c'est que ils eux, ils ont ce truc ils sont aussi, très gros, donc ils ont ces plugins, mais c'est pas, forcément, c'est difficile aussi à maintenir. Alors dans Bubble, ils l'ont fait il y a très longtemps ce mécanique, donc elle est bien rodée. En plus, on peut vendre les plugins, donc ça fait une motivation pour
les développeurs. Donc voilà, moi les réserves que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est du JavaScript pur, c'est pas un framework moderne de développement et tout, donc voilà, franchement, c'est bien qu'ils le fassent, mais je sais pas si ça va durer, voilà, donc très bien. Lien qui tu pourras tester, comme Noco. Alors comme Noco, alors jamais entendu parler de ça. Comme noco.com. Build your own backend with any, alors est-ce qu'on a déjà regardé ça? Je sais pas. C'est toujours les mêmes polices de caractères. Franchement, bon là, les couleurs sont un petit peu, jolies, un petit peu, ont un petit peu de caractère, mais quand même le site est enfin les sites sont je trouve que les sites sont devenus vraiment de plus, standardisés. Enfin, cela dit, je crois que je dis ça régulièrement et en même temps, voilà, mais ouais, honnêtement, je sais pas si je vais tester parce que très franchement, faire un back-end, moi aujourd'hui, le seul back-end que je dois absolument vraiment, auquel je dois me mettre, c'est Xano, quoi. C'est-à-dire ça m'intéresse, mais là, j'ai pas envie, tant que je me suis pas mis à Xano, je vais pas aller découvrir des nouveaux back-end, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ouais, franchement, après c'est bien la prom mais il y en a tellement, voilà, moi je vous laisse. Si quelqu'un a testé, voilà, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller voir si vous avez testé, si vous pouvez, faire des trucs, voilà. Pixel Gourmand, bienvenue à toi d'ailleurs qui vient de t'inscrire. Hem, Automatiche, alors j'avoue j'ai jamais, ouais, je tape juste ça très rapidement pour voir et puis on alors c'est open source aussi. Alors c'est Automatique, ah oui d'ailleurs avec un SCH carrément. Hem, ah oui, ils ont pas blagué, ils ont fait vraiment un clone de Zapier, non? Attendez, parce que là, ce que je vois ici, alors parce qu'on vraiment, on dirait littéralement une capture d'écran de Zapier. Il y a pas d'autres, ouais, bon là, je vais pas avoir le temps de tester. Mais alors pour être tout à fait honnête, je moi, je suis quand même pas fan vraiment des clones, quoi. C'est-à-dire que au moins, je trouve que dans le cas de Active Pieces, ils essayent de corriger des choses. Donc si, par exemple, Automatich, ils reproduisent cette mauvaise gestion visuelle de Zapier sur les branches et cetera, bah, très franchement, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Donc moi, je préfère, voilà, je trouve que ce qui est intéressant, vraiment dans les gens qui se lancent sur un sujet qui est déjà bien encombré comme l'automatisation, c'est d'essayer de s'appuyer sur bah, les choses qui étaient moins bien avant et puis de les corriger. Mais après, pourquoi pas? L'avantage, de ça, bah, c'est au moins qu'on n'est pas perdu. Pour les gens qui savent servir de Zapier, ils sont pas perdus. Donc à la limite, quelque part, c'est vrai que c'est pas bête non plus, quoi. À voir. J'irai y jeter un œil. Surtout, ce que je regarderai, c'est si c'est facile à installer. Bah, d'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Allez, c'est pas grave, alors on peut le déployer avec Docker, a priori. Donc heu donc ça pourrait être assez simple, à déployer a priori, quoi. On peut imaginer. Bah, écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas? Je suis curieux, voilà, ça rentre un petit peu d'ailleurs dans le sujet de la guilde open source, qui est en train de reprendre, un petit peu vie. Parce que c'est vrai que dans la guilde open source, on évoquait beaucoup N8N sur le côté de l'automatisation. N8N a quand même l'inconvénient d'être très peu accessible, donc Automatic et Active Pieces, je vais les ajouter dans la liste. Donc merci à toi, Pixel Gourmand pour, dès ta 1re, intervention, d'avoir contribué, peu à nous faire découvrir des choses. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Ça fait déjà une bonne, oups, j'ai perdu mes fenêtres. Ça fait déjà une bonne, petite veille. Merci, merci, merci d'avoir été, nombreux et nombreuses. Ça fait très plaisir, d'autant que, voilà, j'avais rien préparé, donc j'espère que c'était pas trop, freestyle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Martial, on regardera ça la prochaine fois. Voilà, Butternut, Tech, ça j'avoue, je ne connais pas. Et je regarde très rapidement ce que vous allez avoir droit. Donc vous avez Live Airtable Arena, donc les consultants Airtable qui vous parlent, de leurs meilleures automatisations make apparemment, ou qui vous racontent leurs galères, hein, pardon. Donc voilà, toute la fine équipe de Airtable Arena, n'hésitez pas à aller voir, il y a du beau monde si vous vous intéressez aux ops
évidemment, c'est un endroit incontournable, donc n'hésitez pas à aller voir. Le No Code Game, jeudi où je ne serai pas présent, donc peut-être que Stan fera ça tout seul. Il y a pas de Bubble émission, par contre, il y a, Martine qui apprend Bubble. Martine, c'est Amandine évidemment. Voilà et puis plein de lives vendredi. Enfin non plein, si, de l'IA, du no-code évidemment, c'est le live, que l'on aime beaucoup d'Arnaud et de Thomas. Ensuite l'émission Sauveteur d'Arthur et puis du building public, de notre ami Pierre sur Bubble. Voilà, bref, un super programme, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui l'ont fait pendant cette session, que j'ai oublié de remercier et puis et bah, écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine, je serai là, fidèle au poste et puis ça sera un très grand plaisir. Allez, je vous laisse avec le petit, générique, de fin évidemment.